Je ne saurais pas dire à quel moment exact son indifférence est devenue une présence. Au début, c'était juste un détail dans le décor, un visage aperçu au mauvais endroit, au mauvais moment, comme une silhouette qui traverse le hall quand on ferme sa porte. Puis, sans prévenir, cette silhouette a commencé à occuper mes pensées avec une précision ridicule. Je l'ai compris le jour où j'ai monté les escaliers plus lentement, simplement pour entendre si elle était déjà rentrée. Elle habitait au 3e, 2 portes après la mienne. Même palier, même couloir étroit, même lumière jaunâtre qui rendait tout un peu triste le soir. On aurait dû se dire bonjour naturellement, comme font les voisins qui partagent des murs, des bruits de tuyauterie et des colis mal livrés. Mais avec elle, rien n'était naturel. Elle passait près de moi comme si j'étais un meuble, comme si ma présence ne méritait ni un regard ni un ralentissement. La première fois, j'ai pensé qu'elle ne m'avait pas vu. Ça arrive. On a la tête ailleurs, un téléphone qui vibre, une journée trop longue. Alors j'ai souri, un sourire poli, et j'ai articulé un bonsoir un peu plus fort que nécessaire. Elle n'a pas répondu. Pas par méchanceté apparente, pas avec un air hautain. Non, elle a simplement continué, clé déjà en main, comme si le mot ne s'était pas posé dans l'air. Les jours suivants, j'ai fait des essais. Je me détestais pour ça, mais je le faisais. Je sortais au moment où je l'entendais. Je descendais les poubelles à des heures improbables. J'allais vérifier ma boîte aux lettres même quand je savais qu'elle serait vide. Chaque fois, même schéma. Elle traversait, droite, silencieuse. Et moi j'étais là, un figurant qui tente de prononcer une réplique dans une scène où il n'a pas de rôle. Je n'avais pas l'habitude d'être ignoré ainsi. Je ne suis pas particulièrement charismatique, ni quelqu'un qu'on remarque dans une foule, mais je sais exister. Au travail, on m'écoute. Avec mes amis, je fais rire. Avec les inconnus, je m'en sors. Pourtant, face à elle, mon existence semblait se dissoudre. C'était ça, le plus humiliant, l'impression d'être transparent. Je me suis fabriqué des explications pour ne pas m'enfermer dans l'idée qu'elle me méprisait. Peu être qu'elle était timide, peu être qu'elle avait vécu quelque chose de lourd, peu être qu'elle était simplement fatiguée de tout le monde. Je m'accrochais à ces hypothèses comme à des bouées. Elles avaient le goût du raisonnable, du bienveillant. Elles me protégeaient de l'autre possibilité, plus brutale. Peu être qu'elle avait décidé que je ne valais même pas un bonjour. Un mercredi soir, je l'ai croisée devant l'immeuble. Il pleuvait, cette pluie fine qui ne fait pas de bruit mais qui trempe tout. Je rentrais avec un sac de courses et une patience déjà entamée par les transports. Elle attendait près de la porte, visiblement à la recherche de ses clés. Ses cheveux étaient légèrement collés à sa nuque. Sans réfléchir, j'ai tenu la porte et j'ai dit, encore une fois, « Vous voulez entrer ?» Elle a levé la tête. Pas longtemps. Une seconde, peu, être moins. J'ai vu ses yeux, et ce bref contact m'a coupé le souffle comme une maladresse de mon propre corps. Puis elle a baissé le regard et a murmuré un merci si bas que j'ai douté l'avoir entendu. Elle est passée, rapide. Et pourtant, ce merci a fait plus de bruit dans ma tête que tous ces silences d'avant. Cette nuit-là, j'ai eu honte de ma réaction. C'était juste un mot banal, mais il s'était glissé en moi comme une preuve. Elle pouvait parler, elle pouvait me voir. Alors pourquoi, la plupart du temps, elle ne le faisait pas? Le doute a changé de forme. Ce n'était plus seulement elle m'ignore, c'était elle choisit quand elle me reconnaît. Les jours ont continué, et je me suis surpris à guetter les petits signes. Une porte qui se referme à la même seconde que la mienne. Un pas dans le couloir quand je fais chauffer de l'eau. Le bruit de son rire parfois, derrière le mur, comme si elle parlait à quelqu'un au téléphone. Je ne connaissais rien d'elle, pas même son prénom, mais j'imaginais sa vie avec une précision stupide. Les cafés qu'elle devait aimer, la musique qu'elle écoutait, les films qu'elle regardait tard. Je me suis promis d'arrêter, d'être adulte, de ne pas transformer une inconnue en roman. Et pourtant, le lendemain matin, quand je l'ai vue dans le couloir, j'ai encore tenté un « bonjour Claire » sans insistance. Elle a fait comme si rien ne l'avait touchée. Sauf que, cette fois, j'ai remarqué un détail. Sa main a serré son sac un peu plus fort, et ses pas se sont accélérés d'une fraction. Ce n'était pas un geste de mépris. C'était une réaction. Je suis resté là, devant ma porte, avec mon café qui refroidissait dans ma main. Je me suis senti idiot, comme quelqu'un qui interprète le vent. Mais au fond, une pensée s'est imposée, inattendue et tenace. Si elle réagissait, alors elle n'était pas absente. Elle était attentive. Elle faisait simplement semblant de ne pas l'être. Ce soir-là, j'ai décidé de ne plus la chercher. J'allais vivre ma vie, laisser les couloirs tranquilles, laisser son silence où il devait être. Je me suis répété ça en montant l'escalier, presque comme une prière.
Et c'est précisément à ce moment-là que j'ai entendu sa porte s'ouvrir derrière moi, et sa voix, enfin, prononcer mon nom. Je me suis figé, parce que je ne lui avais jamais dit. Je ne me suis pas retourné. Mon cœur battait trop fort, comme s'il cognait contre une porte fermée. Comment pouvait-elle connaître mon prénom? Je n'avais rien partagé, rien laissé traîner, pas même une étiquette sur ma boîte. J'ai respiré une fois, puis une seconde, et quand j'ai enfin pivoté, elle était immobile devant moi, avec ce même calme qui me rendait fou. Je l'ai regardée comme on regarde une erreur de réalité, quelque chose qui ne devrait pas être là. Mon prénom flottait encore dans l'air du couloir, trop précis pour être un hasard. Elle se tenait à quelques pas, droite, calme, les bras croisés contre elle comme si rien d'inhabituel ne venait de se produire. Pas d'excuses, pas de sourire nerveux, rien, juste ce regard posé sur moi, attentif, presque tranquille. Comment... Tu sais comment je m'appelle? Ai-je fini par demander. Ma voix m'a trahi. Elle était plus basse que je ne l'aurais voulu, comme si j'avais peur de la déranger. Elle a penché légèrement la tête, un geste infime, et pendant une seconde j'ai cru qu'elle allait répondre naturellement, comme si la question n'avait aucune importance. Mais elle a pris son temps, un temps trop long pour être innocent. On habite au même étage depuis presque un an, a-t-elle dit enfin. Ce serait étrange que je ne le sache pas. Sa réponse était logique, trop logique. Elle aurait dû me rassurer, clore le sujet. Pourtant quelque chose sonnait faux. Je n'avais jamais entendu mon prénom prononcé ici, jamais laissé de courrier traîner, jamais parlé assez fort au téléphone. Et surtout, si elle savait, pourquoi m'avoir ignoré aussi longtemps? Je n'ai pas insisté. J'ai hoché la tête, comme si ça suffisait. Elle a souri, un sourire bref, contrôlé, et s'est approchée de sa porte. Avant d'entrer, elle s'est retournée. Bonne soirée. La porte s'est refermée derrière elle, me laissant seul avec mes pensées, et une sensation désagréable s'est installée. Pas de joie, pas de victoire, juste un malaise diffus, comme si j'avais franchi une ligne invisible sans comprendre laquelle. Cette nuit-là, j'ai dormi mal. Pas parce que je pensais à elle de manière romantique, mais parce que mon esprit cherchait des explications. Chaque détail revenait, amplifié, la façon dont elle avait dit mon prénom, sans hésitation, le calme dans sa voix, comme si tout avait été prévu. Le matin, j'avais les yeux lourds et la tête pleine de questions que je n'osais pas formuler. Les jours suivants, quelque chose a changé, pas dans son comportement de manière évidente, mais dans le mien. Je me suis mis à remarquer des choses que j'avais ignorées jusque-là. Elle sortait souvent aux mêmes heures que moi, pas exactement les mêmes, non. Juste assez proches pour que nos trajectoires se croisent. Quand je descendais les escaliers, je l'entendais parfois derrière moi, puis plus rien, comme si elle s'était arrêtée exprès. Un jeudi, je l'ai croisée à l'épicerie du coin. J'étais penché sur un rayon, hésitant entre 2 paquets de pâtes, quand j'ai senti une présence à côté de moi. Elle était là, à moins d'1 mètre, concentrée sur une bouteille d'huile d'olive. Elle n'a pas levé les yeux tout de suite. J'ai attendu, maladroitement, puis j'ai dit bonjour. Cette fois, elle a répondu. Simplement, sans froideur, sans chaleur excessive, comme si c'était la chose la plus normale du monde. « Tu prends lesquelles » a-t-elle demandé, en désignant les pâtes. La question m'a surpris. Elle ne portait sur rien d'important, mais elle créait un lien, une banalité partagée. J'ai répondu n'importe quoi, trop vite, et elle a hoché la tête, comme si ma réponse avait un sens. Nous avons fait la queue ensemble, échangé 2 phrases de plus, puis elle est partie avant moi, sans proposer de continuer la conversation. Je suis resté là, avec un étrange sentiment de décalage. Elle savait quand parler, et surtout, quand s'arrêter. À partir de ce jour-là, les signes se sont multipliés. Elle regardait mes stories, parfois quelques minutes après que je les poste, alors que je ne me souvenais même pas lui avoir donné mon compte. Elle mentionnait des détails de ma vie quotidienne avec une précision troublante. Une remarque sur mon travail, une autre sur mes horaires. Jamais directement. Toujours sous forme de phrases anodines, glissées comme par accident. « Tu rentres tard ces temps-ci, non ?» Je répondais oui, surpris, et elle changeait de sujet. Comme si ce n'était pas important, comme si ce n'était pas un aveu. Je me suis mis à douter de moi. Peut être que j'exagérais. Peut être que je cherchais des intentions là où il n'y en avait pas. Mais une partie de moi savait que quelque chose se jouait. Une tension discrète, invisible aux autres, mais bien réelle pour moi. Elle apparaissait quand elle disparaissait soudainement, quand elle ne répondait plus à mes messages pendant des jours, puis revenait avec une phrase légère, presque moqueuse. Un soir, je lui ai écrit. Rien de lourd, juste une question sur le voisinage, un prétexte. Elle a mis des heures à répondre. J'ai regardé mon téléphone trop souvent, agacé par ma propre impatience. Quand son message est enfin arrivé,
Il ne contenait qu'une phrase courte, accompagnée d'un émoji neutre. Pas de questions en retour, pas d'ouverture. Et pourtant, le lendemain, elle est venue me parler dans le couloir comme si de rien n'était, comme si le silence de la veille n'avait aucune importance. « T'as passé une bonne nuit ?» a-t-elle demandé. J'ai senti quelque chose se serrer en moi. Elle savait l'effet que ça produisait. Elle savait que son absence me travaillait. Et cette certitude m'a dérangé plus que son indifférence initiale. Je me suis surpris à adapter mes comportements, à attendre ses réactions, à mesurer mes mots, à relire nos échanges pour y déceler des indices. C'était subtil, progressif, presque imperceptible, mais je n'étais plus libre. Elle occupait un espace mental qu'elle n'avait jamais explicitement demandé. Un dimanche après-midi, je l'ai vue observer discrètement depuis sa fenêtre pendant que je sortais. Elle n'a pas bougé quand nos regards se sont croisés. Pas tout de suite. Elle m'a regardé vraiment, puis a fermé le rideau lentement, sans gêne, sans précipitation. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Elle ne m'ignorait pas. Elle m'avait toujours vu. Elle avait simplement choisi de rester à distance, de contrôler le rythme, de décider quand j'existais dans son monde. Et cette prise de conscience n'a pas été rassurante. Elle a été troublante, parce que, malgré tout, je voulais continuer à jouer. Le rapprochement n'a pas commencé par un aveu, ni même par une décision claire. Il s'est glissé dans les interstices, dans ces moments où l'on baisse la garde sans s'en rendre compte. Après ce dimanche où je l'avais vue derrière sa fenêtre, quelque chose s'est déplacé entre nous. Pas une proximité évidente, non. Plutôt une tension plus dense, plus assumée, comme si le jeu avait franchi une étape invisible. C'est elle qui a initié le premier vrai moment partagé. Un mardi soir, alors que je rentrais plus tard que d'habitude, je l'ai trouvée assise sur les marches de l'escalier, son téléphone posé à côté d'elle. Elle ne semblait ni pressée ni surprise de me voir. Elle a simplement levé les yeux et dit « T'as une minute ?» La question était simple, mais elle n'avait rien d'anodin. J'ai hoché la tête, sans réfléchir, et je me suis assis une marche plus bas. La distance était calculée, assez proche pour sentir sa présence, assez loin pour maintenir une retenue. « J'en ai marre d'être seule ce soir », a-t-elle dit après un silence. « Tu veux monter boire quelque chose ?» Il n'y avait pas de sourire aguicheur, pas de ton provoquant. Juste une proposition posée, presque neutre. J'aurais dû hésiter, j'aurais dû poser des questions. À la place, j'ai accepté. Trop vite. Son appartement était différent de ce que j'avais imaginé. Plus épuré, plus calme. Pas de désordre visible, pas de traces évidentes de passage. Tout semblait à sa place, comme si chaque objet avait été choisi pour raconter quelque chose, sans jamais en dire trop. Elle m'a tendu un verre, s'est assise en face de moi, et a croisé les jambes lentement, sans chercher à attirer l'attention. Pourtant, c'est exactement ce qu'elle faisait. La conversation a commencé banalement. Le travail, le quartier, des souvenirs sans importance. Mais très vite, elle a glissé vers des questions plus personnelles. Comment je vivais seul, ce qui me manquait, ce qui me faisait rester éveillé la nuit. Elle écoutait vraiment, pas comme quelqu'un qui attend son tour de parler, mais comme quelqu'un qui observe, qui note. « Tu réfléchis trop », a-t-elle dit à un moment. Ça se voit. Je n'ai pas su quoi répondre. Elle avait raison, et le dire ainsi, sans jugement, m'a déstabilisé. Elle a souri, cette fois un peu plus longtemps, et j'ai senti quelque chose céder en moi, une méfiance peut-être, ou une prudence que je portais depuis le début. Le temps a filé sans que je m'en rende compte. À aucun moment elle n'a fait un geste déplacé, aucun contact inutile. Et pourtant, tout dans son attitude semblait calculé pour maintenir mon attention. Elle se penchait légèrement quand je parlais, s'éloignait quand je me taisais. Elle me donnait juste assez pour me garder là. Quand je me suis levé pour partir, elle ne m'a pas retenu. « Bonne nuit », a-t-elle dit, simplement. De retour chez moi, j'ai ressenti un vide étrange. Pas la frustration d'un désir inassouvi, mais le manque d'une présence qui s'était installée trop vite. J'ai compris que ce rapprochement n'était pas un hasard. C'était une invitation contrôlée, un pas mesuré dans une danse dont elle connaissait déjà les pas. Les jours suivants, notre relation a changé de rythme. Nous parlions plus souvent, mais jamais trop. Elle répondait à mes messages avec justesse, sans empressement. Elle savait quand disparaître, quand revenir. Chaque échange me donnait l'impression d'être choisi, puis laissé de côté, juste assez longtemps pour que je le ressente. Un soir, nous nous sommes retrouvés par hasard dans un bar du quartier. Elle était avec des amis. Moi aussi. Elle m'a salué de loin, un regard appuyé, puis elle est retournée à sa conversation. Toute la soirée, j'ai senti sa présence sans qu'elle me rejoigne.
Et quand elle l'a fait, c'était au moment précis où je commençais à l'oublier. « Tu pars déjà ?» a-t-elle demandé quand je me suis levé. Elle savait que je partais. Elle avait observé, elle avait attendu. Nous avons marché un peu dehors. Elle parlait moins cette fois. Elle semblait plus réservée, presque distante, comme si le rôle avait changé, comme si elle testait ma réaction face à ce retrait soudain. Je me suis entendu lui poser des questions, chercher à prolonger le moment. Et j'ai compris, avec un malaise grandissant, que j'étais en train de courir derrière quelque chose qu'elle contrôlait entièrement. « Tu te demandes souvent ce que les gens pensent de toi ?» m'a-t-elle demandé soudain. La question m'a pris de court. J'ai répondu honnêtement. Elle a hoché la tête, satisfaite, comme si cette réponse confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. « C'est intéressant », a-t-elle murmuré. Ce mot m'a glacé. Pas inquiétant, pas menaçant, juste, clinique. Quand nous nous sommes quittés, elle m'a effleuré le bras. Un contact bref, presque accidentel, mais il a suffi. Toute la soirée, je n'ai pensé qu'à ça, à ce geste minuscule, placé au bon moment. Elle m'avait donné une preuve, une seule, juste assez pour me faire attendre la suivante. Cette nuit-là, j'ai réalisé que le rapprochement n'était pas une progression naturelle. C'était une construction, une architecture émotionnelle pensée à l'avance. Elle m'ouvrait des portes pour mieux les refermer, me laissant à chaque fois un peu plus investi. Et malgré cette lucidité nouvelle, malgré cette sensation désagréable de ne pas être maître du jeu, je n'ai pas reculé. Parce qu'une part de moi espérait encore que, cette fois, ce serait différent, que ce rapprochement, même contrôlé, finirait par devenir réel. Mais au fond, je savais déjà que ce n'était pas ainsi que ça fonctionnait. La vérité n'est pas arrivée comme une révélation brutale. Elle s'est installée lentement, par couches successives, jusqu'à devenir impossible à ignorer. Après cette soirée où elle m'avait effleuré le bras, quelque chose avait définitivement changé. Pas dans ses gestes, il restait rare, précis mais dans ma perception. Je ne pouvais plus faire semblant de croire à la spontanéité. Chaque interaction me semblait désormais chorégraphiée. Elle m'a invité à nouveau quelques jours plus tard. Pas chez elle cette fois, mais dans un café à 2 rues de l'immeuble. Un lieu discret, presque vide, en fin d'après-midi. Quand je suis arrivé, elle était déjà installée, dos au mur, face à la porte. Un détail. Mais un détail qui disait beaucoup. Elle m'a souri comme si nous nous connaissions depuis longtemps, comme si une intimité évidente nous liait déjà. « Tu es toujours à l'heure », a-t-elle remarqué. Je ne lui avais jamais dit que c'était important pour moi. J'ai haussé les épaules, mal à l'aise, et me suis assis. Elle m'a observé pendant que je commandais, sans détourner les yeux. Cette fois, elle ne jouait pas à l'indifférente. Elle assumait pleinement son attention. La conversation a pris une tournure différente, moins légère, plus directe. Elle m'a demandé ce que je pensais d'elle. La question était posée calmement, sans provocation apparente. J'ai hésité, cherché mes mots, tenté de rester prudent. Elle m'écoutait avec un intérêt presque trop intense, comme si chaque phrase confirmait une hypothèse. « Tu sais », a-t-elle dit après un silence, « je n'ai jamais été très doué pour les relations simples. » Je l'ai regardée, surpris. C'était la première fois qu'elle se livrait ainsi, même vaguement. Elle a continué, sans me laisser intervenir. Je préfère observer, comprendre comment les gens fonctionnent, avant de m'impliquer. Certains appellent ça de la prudence, d'autres, un jeu. Elle a souri en disant ce dernier mot. Pas un sourire amusé, un sourire lucide, et tout s'est aligné. Les silences, les apparitions calculées, les retraits soudains, ce n'était pas de l'hésitation. C'était une méthode. Et moi? Ai-je demandé? Malgré moi? J'étais quoi, dans tout ça? Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a pris une gorgée de son café, a croisé les jambes, puis a posé son regard sur moi avec une franchise nouvelle. Intéressant, a-t-elle dit. Dès le début, le mot m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Pas attirant, pas attachant, intéressant, comme un objet d'étude, comme une variable dans une expérience. J'ai senti une chaleur désagréable monter en moi, un mélange d'orgueil blessé et de fascination. Tu m'as ignoré volontairement. Et je repris. Tout ce temps. Elle a hoché la tête, sans chercher à se justifier. Oui, parce que je savais que ça fonctionnerait. Cette honnêteté m'a coupé le souffle. Il n'y avait ni excuse ni regret dans sa voix. Juste un constat. Elle me regardait, attentive à ma réaction, comme si cette confession faisait partie du test. Tu voulais voir jusqu'où j'irais? Ai-je murmuré. Je voulais voir qui tu étais quand tu pensais ne pas compter. La phrase m'a fait l'effet d'un coup sec. Elle venait de nommer quelque chose de profondément intime, quelque chose que je n'avais jamais formulé à voix haute.
Et le fait qu'elle l'ait compris sans que je le dise m'a terrifié autant qu'il m'a troublé. Le silence qui a suivi était lourd. J'aurais pu me lever, partir, mettre fin à cette dynamique malsaine avant qu'elle ne m'engloutisse complètement. Mais je suis resté, parce qu'une part de moi voulait entendre la suite, voulait comprendre jusqu'où allait cette lucidité cruelle. Je ne t'ai jamais menti, a-t-elle ajouté doucement. Je n'ai juste pas tout dit. Techniquement, elle avait raison. Elle n'avait jamais promis quoi que ce soit. C'était moi qui avais comblé les vides, interprété les silences, investi les gestes. Elle n'avait fait que laisser des portes entr'ouvertes. Et maintenant? Ai-je demandé. Elle a penché la tête, comme au premier jour, ce geste qui semblait lui servir de ponctuation. Maintenant, tu sais, et c'est différent. Elle se levait déjà, comme si la conversation touchait à sa fin. Elle a enfilé son manteau lentement, me laissant digérer ce qui venait d'être dit. Avant de partir, elle s'est arrêtée. La question, ce n'est pas de savoir si je jouais avec toi, a-t-elle dit. C'est de savoir si tu veux continuer en sachant les règles. Je suis resté seul à la table, incapable de bouger. Le café avait refroidi, le bruit de la rue me semblait lointain. Tout ce que je ressentais, c'était cette certitude dérangeante. Je n'avais jamais été victime d'un malentendu. J'avais été un participant inconscient. Sur le chemin du retour, chaque souvenir se réécrivait sous un nouveau jour. Les silences n'étaient plus des absences, mais des choix, les regards évités, des stratégies. Elle n'avait jamais perdu le contrôle. C'était moi qui l'avais cédé, progressivement, volontairement. Arrivé chez moi, je me suis assis dans le noir, sans allumer la lumière. Pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentais ni désir ni espoir, juste une lucidité froide. Elle avait joué avec moi depuis le début. Et maintenant que je le savais, le jeu devenait plus dangereux encore, parce que la connaissance ne libère pas toujours. Parfois, elle attache plus fort. Je me suis réveillé le lendemain avec une sensation étrange, comme si quelque chose s'était déplacé en moi pendant la nuit. Pas une douleur franche, pas un chagrin identifiable, plutôt un poids diffus, installé juste sous la poitrine, qui rendait chaque respiration un peu plus consciente. Je connaissais désormais les règles, et pourtant, rien ne s'était apaisé. Au contraire, savoir n'avait pas brisé l'emprise. Ça l'avait rendue plus nette. Je me suis surpris à attendre un message d'elle. Pas parce que j'en avais besoin, me disais-je, mais parce que le silence avait changé de nature. Avant, il me faisait douter. Maintenant, il m'était tight. Je savais qu'il était volontaire, calculé, et malgré cette lucidité, je le subissais. Je regardais mon téléphone trop souvent, conscient du geste, incapable de l'empêcher. Elle a écrit en fin d'après-midi, une phrase simple. Aucune référence à notre conversation, aucune explication supplémentaire, comme si rien d'important ne s'était passé. Tu fais quoi ce soir? J'ai relu le message plusieurs fois. J'aurais pu répondre froidement. J'aurais pu refuser. J'aurais pu prendre cette occasion pour reprendre le contrôle. À la place, j'ai répondu presque immédiatement. Une réponse neutre, mesurée, qui trahissait pourtant mon attente. Elle a proposé de se voir, pas longtemps, juste un moment. Nous nous sommes retrouvés dans le même café que la dernière fois. Elle m'a observé entrer avec cette attention tranquille qui me déstabilisait toujours. Elle a remarqué mon hésitation, mon regard plus fuyant, et j'ai vu, l'espace d'une seconde, une satisfaction discrète passer sur son visage. Elle savait que je n'étais plus dans l'ignorance, mais toujours dans le jeu. « Tu sembles ailleurs », a-t-elle dit. Je réfléchis, ai-je répondu. « Tu fais ça beaucoup ». Elle n'a pas dit ça comme un reproche, plutôt comme un constat. Elle a commandé pour nous deux, sans me demander ce que je voulais. J'aurais dû protester, je ne l'ai pas fait. Chaque petit renoncement me semblait anodin, mais je sentais qu'il s'additionnait. La conversation est restée superficielle. Elle parlait de choses légères, d'anecdotes sans importance. Moi, je la regardais, attentif à chaque variation de ton, à chaque pause. J'étais devenu hyper vigilant. Je cherchais des signes, des failles, quelque chose qui me permettrait de reprendre l'avantage, mais elle restait lisse, maîtrisée. À un moment, elle a posé sa main sur la table, près de la mienne, pas assez proche pour toucher, juste assez pour que je le remarque. Mon cœur a accéléré malgré moi. Elle n'a pas bougé. Elle a continué à parler, comme si ce geste n'avait aucune signification. Et c'est précisément ce qui lui donnait tout son pouvoir. Tu sais, a-t-elle dit après un moment, les gens pensent souvent que le contrôle est une question de force. Mais ce n'est pas vrai. Elle a tourné légèrement la tête vers moi. C'est une question de timing. Je n'ai rien répondu. Je n'en étais plus capable. Je sentais que chaque mot que je prononcerais serait analysé, utilisé. Elle a retiré sa main, lentement,
et j'ai ressenti un manque immédiat, presque physique. Cette réaction m'a fait peur, pas à cause d'elle, mais à cause de moi. Les jours suivants étaient les plus difficiles. Elle alternait présence et absence avec une précision chirurgicale. Un message inattendu le matin, puis plus rien pendant 24 heures. Une invitation, suivie d'une annulation de dernière minute, expliquée sans émotion. Chaque fois, je me disais que j'allais prendre mes distances. Chaque fois, je me retrouvais à ajuster mon emploi du temps, mes pensées, mes attentes. Je me suis mis à revoir mes souvenirs, à chercher des moments où j'aurais pu agir différemment, mais même cette relecture me ramenait à elle. Elle occupait désormais mon passé autant que mon présent. Je pensais à ce qu'elle dirait si je faisais ceci, à la réaction qu'elle aurait si je faisais cela. Mon esprit n'était plus un espace neutre, il était colonisé. Un soir, je lui ai dit que ça me dérangeait, pas frontalement, à demi-mot. J'ai évoqué cette impression de ne jamais être sur le même rythme. Elle m'a écouté sans m'interrompre, puis elle a souri. « Tu pourrais partir », a-t-elle dit. Tu sais, c'était vrai. Et le fait qu'elle le reconnaisse rendait la chose encore plus cruelle. Elle n'avait jamais fermé la porte. Elle n'avait jamais retenu explicitement. Elle se contentait de laisser assez d'espace pour que la décision me revienne, tout en sachant que je ne la prendrais pas. « Mais tu ne le feras pas », a-t-elle ajouté doucement. Je n'ai pas nié. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Elle n'avait pas besoin de me manipuler activement. Elle avait déjà installé le mécanisme. Mon attachement faisait le reste. Elle n'était plus obligée de pousser. Il suffisait qu'elle se retire. Je me suis regardé dans le miroir, longtemps. Je ne me reconnaissais pas tout à fait. Je n'étais pas devenu quelqu'un d'autre. Non, j'étais devenu une version amplifiée de mes failles, plus attentif, plus dépendant, plus vulnérable. Et malgré cette prise de conscience, malgré cette lucidité presque douloureuse, une pensée persistait, honteuse, mais tenace. Tant que je comptais pour elle, même comme pièce d'un jeu, je préférais rester que disparaître. C'est à cet instant que j'ai compris que l'emprise émotionnelle n'avait pas besoin de chaînes visibles. Elle se nourrissait du consentement silencieux, et le mien était déjà acquis. La fin n'a pas ressemblé à une rupture. Elle n'a pas été théâtrale, ni violente, ni même clairement définie. Elle a pris la forme d'une conversation calme, presque douce, comme si tout devait s'achever dans la même maîtrise que ce qui avait commencé. C'est elle qui a proposé qu'on se voie, un soir ordinaire, sans précision particulière. J'ai accepté, comme toujours. Mais quelque chose en moi était déjà en train de se retirer. Nous avons marché longtemps, sans destination précise. La ville était calme, traversée de lumières diffuses et de rues à moitié vides. Elle parlait peu, moi non plus. Ce silence n'avait rien de tendu. Il était plein, dense, chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit clairement. À un moment, elle s'est arrêtée et m'a regardé, vraiment, pas comme avant. Il n'y avait plus cette distance amusée, plus ce calcul discret, juste une lucidité nue. « Tu as changé », a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête. Moi aussi, ai-je répondu. Elle a souri légèrement. Un sourire différent, moins sûr de lui. Peut être pour la première fois. « Tu sais pourquoi j'ai fait ça, n'est-ce pas » a-t-elle demandé. Je savais, ou du moins je croyais savoir. Le contrôle, la peur de s'attacher, le besoin d'être désiré sans se livrer. Mais je l'ai laissé parler. Cette fois, je ne voulais pas anticiper. Je ne supporte pas de perdre l'avantage, a-t-elle dit calmement. Quand quelqu'un m'approche trop vite, trop franchement, je me referme. Alors j'observe, je teste, je prends le temps de voir si l'autre reste quand je ne donne rien. Elle a marqué une pause. Tout est resté. Il n'y avait ni fierté ni reproche dans sa voix, juste un constat. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti cette satisfaction trouble d'être choisi. J'ai ressenti une fatigue profonde, celle qu'on éprouve quand on comprend que ce qu'on prenait pour une preuve d'importance n'était qu'une épreuve à réussir. Je suis resté parce que je croyais que ça mènerait quelque part, ai-je dit. Pas parce que j'aimais le jeu. Elle m'a regardé longuement. J'ai vu passer quelque chose dans ses yeux. Pas de la panique, pas de la tristesse. Une forme de reconnaissance silencieuse. Et maintenant ? A-t-elle demandé. C'était à moi de décider. Pour la première fois depuis le début, la question ne contenait pas de piège, pas de sous-entendu. Elle me laissait réellement le choix. Et ce choix, je le connaissais déjà. Maintenant je m'arrête et je dis. Les mots sont sortis simplement, sans trembler, sans colère. Je ne les avais pas préparés, mais ils étaient là depuis longtemps. Elle n'a pas réagi tout de suite. Elle a inspiré lentement, comme si elle acceptait quelque chose qu'elle savait inévitable.
Tu sais que je ne t'ai jamais obligé à rester, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. C'est pour ça que je pars. Elle a fermé les yeux une seconde, puis les a rouverts. Il n'y avait plus de masque, plus de contrôle. Juste une femme face à la conséquence de sa propre stratégie, et moi face à la mienne. Nous avons repris notre marche jusqu'à l'immeuble. Devant la porte, elle s'est arrêtée. « Tu vas me manquer », a-t-elle dit. Ce n'était pas une tentative de me retenir. C'était vrai. Et c'est ce qui a rendu la chose difficile. J'ai senti cette vieille impulsion, ce réflexe familier qui me poussait à rester, à m'adapter, à faire un pas de plus vers elle. Mais cette fois, je ne l'ai pas suivi. Toi aussi, ai-je répondu. Mais ce n'est pas une raison suffisante. Elle a acquiescé lentement, puis elle est entrée, sans se retourner. Je suis resté dehors quelques instants. Le silence était différent, pas oppressant, pas chargé d'attente. Il était simplement là, stable, réel. En remontant chez moi, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais vraiment accepté auparavant. Être désiré n'est pas la même chose qu'être respecté, et être observé n'est pas être vu. Les jours qui ont suivi ont été étrangement calmes. Pas de messages, pas de signes, pas de retour inattendu. J'ai ressenti un manque, bien sûr, mais ce manque ne me contrôlait plus. Il existait à côté de moi, pas à l'intérieur. Je reprenais possession de mes pensées, lentement, comme on récupère une maison après un long hiver. Je l'ai recroisée une dernière fois, par hasard, dans le couloir. Nos regards se sont croisés. Elle m'a souri, sans détourner les yeux. Un vrai sourire, sans calcul. J'ai répondu de la même manière. Puis nous avons continué chacun notre chemin. Je ne dirais pas que j'ai gagné. Elle non plus. Il n'y avait rien à gagner. Il y avait seulement une vérité à accepter. Je n'avais jamais été invisible. J'avais été choisi précisément parce que je doutais de ma place. Et elle avait joué parce que contrôler valait mieux, pour elle, que risquer de perdre. Aujourd'hui, quand j'y repense, je ne ressens plus de colère. Juste une clarté tranquille. Je sais maintenant reconnaître la différence entre le silence qui protège et celui qui manipule, entre l'attente partagée et l'attente imposée. Je pensais qu'elle m'ignorait, mais elle jouait avec moi depuis le début. Et le jour où j'ai cessé de jouer, l'histoire s'est enfin terminée.